par des croyants en exil, désireux de pratiquer librement leur religion. Rendus célèbres par d'ardents révolutionnaires qui ont lutté par tous les moyens pour obtenir leur indépendance. C'est du port de Boston que le plus ancien navire de guerre américain a hissé les voiles pour la première fois. Et aujourd'hui, les pilotes de la police fédérale patrouillent au-dessus de ces mêmes eaux qui ont vu naître la garde côtière américaine. Les habitants de Boston se sont battus avec acharnement pour faire de leur ville un berceau de l'indépendance. Ils ont fondé la première grande bibliothèque publique du Nouveau Monde, rivalisé avec New York pour se doter du premier métro des États-Unis, et fondé des universités qui ont formé de brillants esprits. Mais Boston a connu aussi de terribles tragédies. Une explosion de gaz en plein cœur de la ville, une singulière catastrophe industrielle qui a enterré vivantes 21 personnes. Et des attaques terroristes islamistes qui ont brisé la vie de centaines d'hommes et de femmes. Boston est une des villes américaines les plus dynamiques et les plus élégantes. La rivière qui la traverse coule dans les paysages sauvages des alentours. Ces îles sont pleines d'histoires hautes en couleurs. Et ces imposantes œuvres d'art modernes invitent à réfléchir sur un monde en pleine mutation. Et lorsqu'elle nous parle de son histoire, elle est intarissable. Partons à la découverte de Boston. Vers 5h30 du matin, juste avant que le soleil se lève sur l'Atlantique, on peut imaginer à quoi ressemblaient Boston et son port il y a quelques milliers d'années. Un chapelet d'îles et d'îlots affleurant à la surface de l'eau. L'œuvre d'un formidable bouleversement géologique. Il y a plus de 100 000 ans, des glaciers géants ont envahi ce qui correspond aujourd'hui au sud de la Nouvelle-Angleterre et Boston. Ce mouvement des masses glaciaires a sculpté des îles et creusé une anse qui s'est remplie par la suite de résidus glaciaires. Les géologues l'appellent le bassin de Boston. Pendant des millénaires, les Indiens algonquins du Massachusetts ont vécu ici de chasse, de pêche et d'agriculture. Mais peu après l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, 90% de ces populations autochtones ont été décimées, notamment par des maladies transmises par les colons. Aujourd'hui, 34 de ces îles forment le parc naturel du port de Boston. Elles sont toutes inhabitées. Toutes, sauf celle-ci. Sur Little Brewster Island se dresse le Boston Light, le plus ancien phare des États-Unis. L'îlot abrite également la maison de Sally Snowman. Chaque jour, à l'aube, elle hisse le drapeau américain. Sally est la 70e gardienne de ce phare. Le premier, érigé en 1716, est détruit par les troupes britanniques lorsqu'elles se retirent de Boston pendant la guerre d'indépendance. Le phare actuel date de 1783 et garde l'entrée du port de Boston du haut de ses 27 mètres. Son faisceau porte à 50 km. Même à l'ère de la navigation au GPS, le phare de Boston est un repère important pour les marins de Nouvelle-Angleterre qui affrontent les tempêtes de l'Atlantique. Chaque jour à l'aube, qu'il pleuve ou qu'il vente, Sally est à son poste au balcon de veille, comme ses prédécesseurs depuis plus de 200 ans.
Les premiers rayons du soleil caressent d'abord les îles du Boston Harbor. Et bientôt, ils éclairent les gratte-ciels de verre et d'acier qui dominent la métropole. La nuit, le centre de Boston compte un peu moins de 700 000 habitants. Dans la journée, sa population dépasse le million. Pour venir travailler à Boston, les habitants des banlieues environnantes empruntent un circuit historique. Certains arrivent en traversant le port par une des plus anciennes routes maritimes des États-Unis. Elle relie la ville de Charlestown au Long Wharf. Au-dessus de cet embarcadère se dresse la tour de la Custom House, qui date de 1915, le premier gratte-ciel de Boston et le plus haut de son époque. Ceux qui viennent de l'Ouest passent près d'une enseigne visible de partout. Le logo de cette compagnie pétrolière domine un immeuble proche du Fenway Park depuis 1965. La plupart des Bostonnais ne peuvent imaginer leur ville sans ce point de repère lumineux qui fait partie du paysage. Récemment, des pétitions ont même circulé pour le préserver. Ceux qui arrivent par le nord peuvent admirer une des nombreuses réalisations de l'ambitieux projet d'infrastructure de Boston, le pont Zakim. À l'époque de sa construction, en 2003, c'était le pont à haubans le plus large du monde. Il passe tout près du TD Garden, la célèbre salle omnisport des Celtics, les basketteurs de Boston, et des Bruins, les hockeyeurs. Enfin, ceux qui entrent dans Boston par le sud ont dans leur ligne de mire une œuvre d'art monumentale. Commandée en 1971 par la Boston Gas Company, elle est surnommée le Rainbow Swash, la peinture arc-en-ciel. L'artiste Corita Kent a d'abord travaillé sur une maquette de cette citerne de stockage. Ensuite, une vingtaine de peintres ont reproduit cette composition sur la citerne de 43 mètres de hauteur. Le Rainbow Swash est considéré comme un chef-d'œuvre du pop art. Certains voient dans la partie bleue le profil du leader communiste Ho Chi Minh avec sa barbichette et prétendent que Corita Kent l'a fait en signe de protestation contre la guerre du Vietnam. Mais l'artiste pacifiste a toujours nié cette interprétation. Les monuments insolites sont nombreux dans Boston et ses environs, autrement dit le Grand Boston. Mais les lieux les plus emblématiques de son histoire se trouvent au cœur de la ville. Ce grand espace vert est le plus ancien jardin public de la ville et même des États-Unis, le Boston Common. Jusqu'au début du XVIIe siècle, les Indiens algonquins appelaient cette presqu'île Shawmut, le lieu de l'eau vive. C'est au bord de la rivière qu'en 1625, un ermite anglican, le révérend William Blackstone, se construit une modeste cabane. Il est le premier Anglais à s'installer à Boston. Cinq ans plus tard, Blackstone est rejoint par des milliers de migrants anglais, des puritains. S'inspirant du calvinisme, les puritains veulent réformer l'Église anglicane pour la purifier de ce qu'ils considèrent comme des pratiques corrompues de l'Église catholique. Persécutés en Angleterre, nombre d'entre eux fuient et migrent vers le Nouveau Monde à partir de 1630. Parvenus sur les côtes du Massachusetts, ils y fondent une colonie. Les puritains achètent les terres du révérend Blackstone et s'approprient plusieurs hectares le long de la rivière Charles pour construire leur propre ville. Ils lui donnent le nom de Boston, la ville d'Angleterre d'où ils sont originaires. Les puritains sont venus chercher ici la liberté d'exercer leur culte. Pourtant, ils vont s'acharner, à leur tour, contre ceux qui ne partagent pas leurs idées religieuses.
En l'absence de séparation entre l'Église et l'État, ils s'estiment en droit de persécuter quiconque représente selon eux une menace pour leur colonie. Une fois établis dans la baie du Massachusetts, les puritains gouvernent Boston d'une main de fer pendant près de 500 ans. Ceux qui seront le plus durement opprimés sont les Quakers, qui prônent la libre pensée et la tolérance. De plus, ils sont convaincus que Dieu dialogue directement avec ses fidèles. Les puritains redoutent que ces doctrines conduisent à des troubles civils. En 1657, Mary Dyer, une puritaine ayant fui elle aussi l'Angleterre, arrive à Boston. Mais elle se convertit aux thèses des Quakers et se met à prêcher, ce qui lui vaut d'être bannie de la colonie de la baie du Massachusetts. Elle continue malgré tout à défier l'ordre établi, jusqu'au jour où elle est arrêtée et conduite au Boston Common. Le 1er juin 1660, elle est pendue à l'arbre qui se dresse au centre du parc. Mary Dyer est une des 4 Quakers exécutés pour leurs idées religieuses et connue sous le nom de martyrs de Boston. Ces exécutions marquent les années les plus sombres de l'histoire de Boston. À partir de 1680, le dogme puritain commence à s'essouffler et avec le temps, les nouvelles générations de Bostonnais se montrent de plus en plus tolérantes envers les autres religions. À la même époque, la cité de Boston commence à changer de visage. Lorsque les premiers Européens avaient débarqué, c'était à peine un village. Depuis le large, il se confondait avec les îles de la baie. Jusqu'au XVIIe siècle, ce qui est aujourd'hui le centre de Boston n'était qu'une péninsule vallonnée reliée au continent par une étroite langue de terre. Mais tout au long du XIXe siècle, de grands projets d'aménagement modifient radicalement sa topographie. Les baies, les marais et certaines parties du port sont remblayées. Ces opérations de poldérisation permettront d'augmenter la superficie de Boston de 180 hectares. C'est à la même époque que les collines qui entouraient Boston sont arasées. Lorsque l'on survole la rivière Charles pour approcher Boston par l'ouest, on découvre Beacon Hill, la seule colline restante, aujourd'hui densément construite. Elle est couronnée par le dôme du Capitole de l'État du Massachusetts. Mais Beacon Hill était bien plus élevé autrefois. Partiellement rasée à partir de 1807 pour combler le port de Boston, la colline a perdu 18 mètres. La terre des autres collines a servi aux remblais qui ont considérablement agrandi la ville. De nouveaux quartiers ont ainsi été édifiés sur d'anciens marécages. Le plus vaste d'entre eux occupe un terrain gagné sur une baie marécageuse de la rivière Charles, Back Bay. Pour financer ces énormes travaux, les entrepreneurs vendent des lotissements à de riches Bostonnais qui font construire les splendides demeures que l'on peut voir encore aujourd'hui. Ils plantent également au milieu de Back Bay une large allée d'arbres sur le modèle des Champs-Élysées parisiens. La Commonwealth Avenue demeure une des avenues les plus élégantes de Boston. De plus, la terre arrachée aux collines permet de créer en 1837 le premier jardin botanique des États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce jardin que Robert Paget conçoit à partir de 1877 ces fameuses Swan Boats, ornées d'un cygne géant et actionnées par une technologie novatrice à l'époque, la bicyclette à vitesse. Le Public Garden est un parc rectangulaire de 10 hectares qui vaut à Boston sa réputation de ville la plus verte de la côte Est.
Il s'étend à l'extrémité de l'Emerald Necklace, une coulée verte qui serpente à travers toute la ville et ses environs. L'Emerald Necklace est une idée de l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted. Il s'installe dans le quartier de Brookline en 1883. À l'époque, il est déjà célèbre pour sa conception de Central Park à New York. C'est ici, à Brookline, qu'il travaille son projet de l'Emerald Necklace, un ensemble de 9 parcs reliés par des sentiers et des canaux. Sa demeure et son bureau sont classés monuments historiques. Il est 13h30. Une équipe de garde-côtes se prépare à décoller d'un aéroport du sud de Boston. Habituellement, ils vont secourir les marins en difficulté le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Mais aujourd'hui, ils vont procéder à des contrôles surprises sur les cargaisons des navires marchands. Une de leurs missions est de réprimer le trafic de drogue. De plus, les gardes-côtes doivent s'assurer que les bateaux qui pêchent au large n'enfreignent pas la réglementation sur les quotas et la taille des prises. Un 1,5 million de tonnes de marchandises circulent chaque année dans le port de Boston et le trafic maritime est sévèrement contrôlé. Les équipages aériens effectuent fréquemment des inspections inopinées. Mais ce sont plutôt les gardes-côtes en bateau qui abordent les navires. Première cible de la journée, le Sandra Jean, un langoustier. Dès qu'il connaît la position du bateau, l'équipage du Reef Shark met le cap sur lui. Le Reef Shark est trop grand pour aborder un petit bateau de pêche, mais il a à son bord un Zodiac. En novembre 2018, une vedette de la police de Boston a participé à une prise spectaculaire. 18 tonnes de cocaïne saisies à bord de cargos arrivant sur la côte est des États-Unis. De telles inspections peuvent réserver des surprises de taille. Ces officiers de police perpétuent une tradition qui perdure depuis très longtemps à Boston. C'est ici qu'a été créée la première compagnie des gardes-côtes américains. Composée de bénévoles, elle a fait ses débuts avec une petite flotte de barques à rames comme celle-ci. Il y a plus de 75 épaves connues dans le port de Boston, dont les plus anciennes datent du début du XVIIe siècle. En 1785, un groupe de Bostonnais se réunit dans un pub pour réfléchir aux moyens de limiter le nombre de naufragés au large de Boston. Ils fondent la Massachusetts Humane Society. Cette association fournit des barques à des volontaires qui vont, à toute heure et par tous les temps, essayer de sauver des vies. Ces volontaires appartenaient à ce qui s'est appelé par la suite le Service américain de sauvetage en mer. Ils ont réussi à sauver 99% des marins qu'ils allaient secourir, ce qui leur a valu le surnom de Storm Warriors, les guerriers des tempêtes. Aujourd'hui, ils font revivre la mémoire de ces premières équipes de sauveteurs. Au début du XXe siècle, le gouvernement fédéral reconnaît la nécessité de créer une force militaire suffisamment équipée pour défendre les côtes de l'Amérique. En 1915, le président Wilson signe un projet de loi qui prévoit de faire fusionner les associations privées de sauvetage en mer et les douanes maritimes américaines. La garde côtière américaine est née. De nos jours, la garde côtière n'a pas pour seule vocation de sauver des vies. C'est l'unique organisme habilité à faire respecter la réglementation américaine et internationale du droit de la mer. Aujourd'hui, des avions de surveillance maritime comme celui-ci sillonnent régulièrement l'espace aérien de Boston.
Mais ces pêcheurs de langoustes sont trop occupés à relever leur casier pour prêter attention aux gardes-côtes qui les survolent ou à ceux qui montent à bord. Cela fait partie de la routine. Pêcheurs et gardes-côtes se partagent ainsi les eaux de Boston depuis plus de 200 ans. Au cours de ces 400 ans d'histoire, Boston a été pionnière pour beaucoup de choses. À commencer par la création d'un système éducatif. Dès 1635, les puritains ont fondé la première école publique du pays, la Boston Public Latin School. De nombreuses personnalités américaines l'ont fréquentée, notamment Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs de la nation. Mais il quitta l'école en 1716, à l'âge de 10 ans. Dès 1636, les chefs puritains fondent un séminaire dans la ville voisine de Cambridge. Ils voulaient ainsi s'assurer qu'il y aurait suffisamment d'ecclésiastiques pour prêcher aux habitants de plus en plus nombreux de la colonie et convertir les derniers Amérindiens de la région. L'université de Harvard, fondée elle aussi en 1636, devient le premier établissement d'enseignement supérieur du pays. Elle porte le nom du pasteur protestant puritain, John Harvard, l'un des premiers donateurs de cette institution. Cette illustre université compte 70 prix Nobel parmi ses anciens étudiants. Mais elle a aussi vu passer des célébrités qui, à l'instar de Benjamin Franklin, ont abandonné leurs études, notamment Matt Damon, Bill Gates et Mark Zuckerberg. Au sud de la ville se trouve l'ancien siège social du Boston Globe. Le célèbre journal, fondé en 1872, a reçu 26 prix Pulitzer grâce à ses journalistes. C'est le plus ancien quotidien de Boston et le plus diffusé. C'est aussi à Boston que la première bibliothèque publique voit le jour, en 1848. Le succès est tel qu'en 1895, la ville en construit une nouvelle à Copley Square. Toujours novatrice, Boston lance la création d'un moyen de transport révolutionnaire pour l'époque, le métro, surnommé le T. Ces rames sortent du tunnel de Cambridge et franchissent Longfellow Bridge pour rejoindre le centre-ville. En mars 1895, cette invention a fait l'objet d'une âpre compétition entre Boston et New York, chacune de ces villes voulant être la première des États-Unis à disposer d'un système de transport souterrain. Boston connaissait depuis le début du XIXe siècle un accroissement démographique spectaculaire, dû à l'arrivée incessante de migrants européens, en particulier des Irlandais qui fuyaient la tristement célèbre Grande Famine. Les rues de Boston étaient de plus en plus encombrées. Il fallait trouver une solution. Des ingénieurs proposent de construire un métro sur le modèle de celui de Londres. De nombreux habitants s'y opposent, entre autres 12 000 commerçants qui craignent que ce mode de transport souterrain ne crée de gros problèmes dans la ville. L'avenir leur a donné raison. Les travaux commencent. Pour aménager des tunnels sous les rues, des engins arrachent des tonnes de terre qui sont emportées par des voitures à cheval. La plupart des grandes artères deviennent des champs de boue. La découverte de plus de 900 cadavres sous Boylston Street, non loin de ce cimetière du XVIIIe siècle, sur le Common, retarde l'avancée des travaux. Puis, le 4 mars 1897 à 11h47, à l'angle de Tremont et Boylston Street, la roue d'un tramway fait des étincelles dans un virage. Au même moment, au même endroit se produit une fuite de gaz dans une des tranchées du futur métro. Le sol tremble et une énorme boule de feu jaillit à 25 mètres au-dessus de ce croisement. L'explosion fait 10 morts et 60 blessés. Mais les travaux étant presque achevés, on décide de mener le projet à terme malgré tout. Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1897, plus de 100 000 personnes s'engouffrent dans la station de Park Street pour faire leur premier voyage en métro sur les 4 voies souterraines qui courent sous les rues de Boston.
Les Bostonnais avaient donc réussi à battre New York dans la course pour la construction du premier métro d'Amérique. Mais la rivalité entre les deux villes perdure. En particulier lorsque les deux équipes de baseball, les New York Yankees et les Boston Red Sox, s'affrontent ici, au Fenway Park. En fondant la ville de Boston, les puritains ont veillé à bâtir suffisamment de temples pour que les membres de la communauté puissent pratiquer leur culte. Près de 4 siècles plus tard, les clochers font encore partie des repères les plus familiers, du nord de la ville à l'université de Harvard. Toutefois, la plupart des habitants vous dira que le principal sanctuaire de Boston n'est pas une église, mais le Fenway Park, le stade où les Red Sox jouent à domicile. C'est le plus vieux de tous les stades où résident des équipes de baseball de première division. Le mur qui clôture le champ extérieur gauche du stade est exceptionnellement haut. Il s'élève à plus de 11 mètres, ce qui lui vaut le surnom de Green Monster, le monstre vert. Placé à seulement 95 mètres du batteur, ce mur est censé avantager les droitiers pour réaliser des frappes. Pourtant, le 9 juin 1946, le célèbre frappeur gaucher Ted Williams réussit un coup extraordinaire. Sa balle parcourt 137 mètres avant d'aller rebondir sur la tête d'un spectateur. Depuis lors, le fauteuil de ce dernier, peint en rouge, marque la distance maximale atteinte par un coup de circuit au Fenway Park. Au cours de sa longue histoire, Boston a connu des moments de gloire, mais également d'effroyables drames. Ainsi, en 1919, une catastrophe industrielle des plus étranges s'est produite sur le waterfront en lieu et place de ce stade de baseball. Le 15 janvier, vers 12h30, une gigantesque citerne de mélasse, utilisée pour faire de l'éthanol destiné à l'industrie, s'écroule subitement. Une vague de mélasse de plus de 4 mètres de haut se répand dans Commercial Street. La vague est tellement puissante qu'elle soulève un train et détruit plusieurs immeubles. 21 personnes sont tuées et il faudra 2 semaines pour retrouver leur corps. Chaque année, on commémore à Boston ce désastre hors du commun. Il y a un autre événement qu'aucun habitant de la ville ne peut oublier. La 117e édition du Marathon de Boston. Cette course, la plus ancienne du genre aux États-Unis, a été instituée en 1897. Elle a toujours lieu le 3e lundi d'avril, jour du Patriots' Day, qui commémore au Massachusetts la première bataille de la Révolution américaine. Ce marathon annuel attire des centaines de milliers de spectateurs venus des 4 coins de la Nouvelle-Angleterre. Le départ a lieu dans une petite ville du Massachusetts, Hopkinton, et l'arrivée ici, dans la Back Bay. Au sud de Boston, sur le tarmac d'un aéroport désaffecté, on peut voir les restes d'un décor de cinéma. Le film tourné ici, Track à Boston, raconte l'histoire du double attentat du marathon de Boston en 2013. Ce plateau de tournage est la réplique d'un pâté de maisons de Boylston Street où les 2 bombes ont explosé. Aujourd'hui, la ligne d'arrivée du marathon de Boston est clairement matérialisée sur Boylston Street. Le 15 avril 2013, il faisait un temps radieux, avec une température de 10 degrés, idéale pour courir un marathon. Mais à 14h50, alors que la foule acclame les coureurs qui vont franchir la ligne d'arrivée, une bombe explose sur le trottoir.
13 secondes plus tard, une seconde déflagration se produit au milieu de la foule, devant ces magasins. La bombe, fabriquée avec une cocotte minute remplie de clous, de billes d'acier et d'explosifs, tue 3 personnes sur le coup et en blesse grièvement 250 autres. Des mémoriaux dédiés aux victimes de l'attentat de Boston ont été érigés dans tout le Grand Boston, et même à l'étranger. En avril 2015, le MIT a inauguré un monument en granit de 190 tonnes à la mémoire de Sean Collier, un policier tué dans l'attentat. Cette sculpture, dessinée par une professeure d'architecture du MIT, a été placée à l'endroit même où il a été abattu. Le monument, constitué de 32 pièces, symbolise l'union et la solidarité qui ont rassemblé cette communauté après les attentats et la mort de Sean Collier. Depuis ce double attentat, les forces de l'ordre de Boston demeurent en alerte maximale. Aujourd'hui, une équipe spécialisée dans la détection d'explosifs accompagne la police portuaire pour une inspection de la coque de l'USS Constitution, le plus ancien vaisseau de guerre américain. La frégate est sur le point de prendre la mer à l'occasion de la fête du travail, avec à son bord 3 plongeurs spécialisés qui vont examiner sa coque dans les eaux du port de Boston. La Constitution est toujours sous le commandement de l'US Navy, même si elle n'a plus participé à un combat naval depuis 1815. Son équipage est composé aujourd'hui de 55 marins et son commandement confié à un capitaine de frégate. Ce splendide 3-mâts a été construit ici même, dans les docks de Boston, en 1794, sous la présidence de George Washington. Sa première mission était de protéger les navires marchands américains contre les pirates. Si sa coque a résisté aussi longtemps, c'est qu'elle est faite de 3 épaisseurs de pin et de chêne qui la rendent aussi solide que l'acier. D'où le surnom de Old Iron Sights, qui lui a été donné pendant la guerre de 1812. Les boulets de canon tirés par la flotte anglaise rebondissaient sur sa coque. La police portuaire lui donne le feu vert. La Constitution peut hisser ses voiles et prendre de large. Il faudra 2 remorqueurs pour l'amener jusqu'à la sortie du port. Mais la vénérable frégate, qui a célébré ses 222 ans en 2019, porte son âge avec panache. Pendant ces rares sorties, l'équipage a un aperçu de l'épreuve physique que représentait un combat naval pour les marins des XVIIIe et XIXe siècles. La Constitution est le symbole du rôle de premier plan joué par la ville de Boston dans l'histoire maritime des États-Unis. Dès son retour dans la baie, la frégate reprend sa fonction. Elle sert désormais d'étape sur le Freedom Trail, le chemin de la liberté. Ce parcours relie les 16 sites emblématiques de l'histoire de la ville. L'un d'entre eux est la Old State House, l'un des plus anciens bâtiments publics des États-Unis. Cette maison est aujourd'hui cernée par les gratte-ciel. Mais au début du XVIIIe siècle, c'était le centre de la vie politique et économique de Boston et un haut lieu de manifestation. Le 5 mars 1770, un groupe de Bostonnais se réunit devant la State House pour protester contre les lois imposées par l'Angleterre. L'affrontement avec les troupes britanniques se solde par le fameux massacre de Boston. 5 morts, dont un Afro-Américain, Crispus Attucks. Quand ils voulaient débattre des moyens de s'opposer à la domination anglaise,
les Patriots se réunissaient souvent dans le Faneuil Hall, un des édifices les plus visités à Boston. Ce bâtiment est financé puis légué à la ville de Boston en 1742 par le riche négociant Peter Faneuil, dont la fortune provenait notamment du commerce triangulaire. Le rez-de-chaussée était occupé par un marché couvert, le premier étage par une salle de réunion. Les Bostonnais venaient y écouter des leaders révolutionnaires comme James Otis et Samuel Adams, qui s'insurgeaient contre la politique fiscale imposée par le Parlement anglais. La taxe sur le thé déclenche d'ailleurs en 1773 la fameuse Boston Tea Party. Des activistes investissent 3 navires anglais chargés de thé et jettent leur cargaison à la mer. L'un de ces patriotes est un orfèvre nommé Paul Revere. Il habitait à quelques pas de là, dans la petite maison grise située sur North Square, aujourd'hui la plus ancienne bâtisse du vieux Boston. Paul Revere est connu pour sa chevauchée vers Lexington dans la nuit du 18 au 19 avril 1775, qui marque le début de la guerre d'indépendance américaine. Mais c'est aussi un remarquable homme d'affaires. En 1801, il achète ce terrain au sud de Boston, où il installe l'une des premières fonderies de cuivre des États-Unis. C'est dans cette usine que Revere fabrique le cuivre laminé qui servira au doublage de la coque de l'USS Constitution. Plus tard, ses petits-fils y forgeront les canons utilisés par l'armée de l'Union pendant la guerre d'indépendance. Cette usine est aujourd'hui un musée. Chaque année en septembre, près de 140 000 étudiants affluent vers Boston et Cambridge, sa voisine, et emplissent les campus comme celui du Boston College. Le Grand Boston regroupe les meilleures universités de recherche du pays. Rien d'étonnant donc à ce que les étudiants aient imprimé leur marque sur la ville, parfois même au sens propre. C'est d'ailleurs à un étudiant du MIT que le Harvard Bridge, qui relie Boston à Cambridge, doit les chiffres multicolores peints sur ses trottoirs. Une nuit d'octobre 1958, à l'occasion d'un bizutage, une promotion d'étudiants décide de mesurer le pont en utilisant le corps de l'un d'eux, Oliver Smoot. En toute logique, ils appellent cette nouvelle unité de mesure le Smoot. À la fin de l'opération, ils ont la longueur totale du pont, 364,4 smoots. Tous les ans, les nouveaux membres de la fraternité d'Oliver Smoot repeignent ces chiffres inscrits tous les 10 smoots. Dans le dictionnaire American Heritage, le mot smoot est défini comme une unité de mesure équivalent à 5 pieds et 7 pouces, soit environ 1,74 m. Depuis la fondation de leur ville, les Bostonnais ont toujours eu l'esprit plus ou moins anticonformiste. C'est le cas de Mary Baker Eddy. Cette théologienne autodidacte fonde en 1866 le mouvement de la science chrétienne, puis quelques années plus tard, la première Église du Christ scientiste. Le 8 décembre 1910, elle est inhumée dans le cimetière de Mount Auburn, à Cambridge. 3 ans plus tôt, le gouvernement français l'avait nommée officier d'académie, en reconnaissance de son travail. Le monument à colonnes qui entoure le caveau de Mary Eddy a été commandé plus tard par son église. Mais Mary Baker Eddy n'a pas que des admirateurs. Il lui est notamment reproché de ne pas croire en la médecine moderne. Elle prône en effet un système de guérison qui, dit-elle, résulte comme au temps de Jésus de l'opération du principe divin.
En 1875, elle publie l'ouvrage fondateur de son mouvement, Science et santé avec la clé des Écritures. Ces conférences attirent de plus en plus de monde, à tel point qu'en 1879, elle fonde son Église du Christ scientiste. L'église mère sur Massachusetts Avenue est aujourd'hui encore l'un des bâtiments les plus imposants de Boston. Elle abrite également la maison d'édition et la bibliothèque créée par Mary Baker Eddy. C'est aussi à la fin du 19e siècle que Boston devient un important centre de recherche médicale. Dès 1906, l'université de Harvard se dote d'un département de médecine. Depuis lors, une quinzaine de chercheurs ont remporté le prix Nobel pour leurs travaux. De nos jours, l'université de Boston est entourée d'hôpitaux dotés d'une technologie médicale innovante. Ce sont de grands centres de recherche et de traitement mondialement réputés. Ce qui explique que le ciel de Boston soit souvent sillonné par des hélicoptères. À toute heure du jour ou de la nuit, des pilotes bénévoles se tiennent prêts à embarquer des infirmiers et infirmières spécialisés dans le transport sanitaire. Les hélicoptères décollent de la base aérienne de Hanscom, située à 20 km au nord-ouest de la ville. C'est la version moderne des équipes de sauveteurs qui partaient en barque au secours des marins naufragés dans le port de Boston. 10 fois par jour au moins, les équipes de l'association Medflight répondent à des appels urgents en provenance de toute la Nouvelle-Angleterre. Qu'il ait été victime d'une morsure de requin au large de Cape Cod, d'une chute de ski sur les pistes du Vermont ou d'un accident de la route, le blessé a toutes les chances d'atterrir sur l'héliport d'un hôpital de Boston. Aujourd'hui, Medflight dépose un blessé au Massachusetts General Hospital. 1 minute après l'atterrissage, le patient est pris en charge. Tous les soirs, quand le soleil se couche sur Boston, Sally Snowman, la gardienne du phare, reprend du service. Elle s'assure que du haut de ses 240 ans, cette fidèle sentinelle éclairera la mer cette nuit encore. Quand le vent ne souffle pas trop fort et que la mer est d'huile, Sally Snowman, dans sa tour d'ivoire, jouit d'une vue sans pareille et d'un calme délicieux. C'est tout autre chose en ville ce soir. Au Fenway Park, l'ambiance est survoltée. Des milliers de spectateurs acclament non pas les Red Sox, mais un célèbre groupe de rock, Pearl Jam. Le rock'n'roll tient une place importante dans l'histoire de Boston. C'est ici qu'est né, dans les années 1970, le groupe Aerosmith, alias les Bad Boys de Boston. Et c'est dans les studios d'Aerosmith qu'un diplômé du MIT, Tom Scholz, inventeur d'un son particulier, enregistrera pour le label Epic Records. Peu après, il signe un contrat avec cette maison de disques et fonde le groupe culte Boston. Lorsqu'on prend de la hauteur pour la contempler la nuit, Boston revêt ses habits de lumière pour nous conter ses 4 siècles d'histoire. Un coup d'œil sur le Boston Common et l'on croit voir le firmament. Et, bien au-dessus des docks, le cadran du clocher de la Custom House brille de tous ses feux. Mais il y a aussi des merveilles futuristes à Boston. L'une d'elles se pare de couleurs chatoyantes la nuit venue. Les ingénieurs qui ont conçu le pont Zakim en l'an 2000 se sont fortement inspirés des monuments remarquables de la ville. Ces haubans sont un clin d'œil au vieux gréement de l'USS Constitution.
La forme de ces piliers rappelle l'obélisque du Bunker Hill Monument de Charleston, qui commémore la bataille de 1775, durant laquelle les miliciens ont vaillamment tenu tête à l'armée britannique. De tout temps, les Bostonnais ont cherché à améliorer leur ville et ils ont magistralement réussi. Dans les années 1990, une autoroute bruyante traversait le centre-ville. Elle passe désormais dans le tunnel Ted Williams qui circule sous le port de Boston. Au-dessus du tunnel ont été aménagées des promenades, des parcs, des fontaines, des installations lumineuses multicolores comme cette œuvre d'art interactive baptisée Color Commons. La nuit, une création artistique se fait remarquer par ses lumières. Dans le Harvard Yard, à Cambridge, une intrigante spirale lumineuse apparaît entre les arbres. C'est une installation temporaire de Teresita Fernandez. Son œuvre s'inspire d'un essai de James Baldwin intitulé « Sans allusion ». Une série de cercles concentriques, faits de milliers de tubes flexibles, oscille dans le vent en émettant un léger bruit. Dans la journée, les ombres et la lumière du soleil jouent à la surface des tubes, et la nuit, ces derniers sont éclairés par en dessous. Avec cette œuvre intitulée « Automne », Teresita Fernandez a voulu transmettre un message aux étudiants de Harvard. L'histoire de l'humanité et le monde lui-même sont en perpétuel changement. Boston a toujours vécu elle aussi sous le signe du changement. Ses premiers habitants ont lutté pied à pied contre les troupes britanniques pour conquérir leur liberté. Ils ont été les champions de la transformation en remblayant les marécages pour agrandir leur ville. Puis la ville s'est dotée du premier métro des États-Unis et d'universités qui ont formé certains des esprits les plus brillants de leur époque. Les habitants de Boston ont à cœur de préserver les bâtiments qui racontent la glorieuse épopée de leur ville, les navires qui font la fierté des Américains, les traditions et les plus anciennes lumières de la ville qui brillent de mille feux chaque nuit. L'incomparable Boston est à la fois un monument d'histoire et l'un des phares de la recherche et de l'innovation à l'échelle du monde.